Bonjour à tous, merci pour cette présence matinale au ISFAR sur un thème obstétrique et complications cardiovasculaires. Alors, il y aura donc 3 topos, il y avait 4 topos de prévus, mais malheureusement, une des oratrices n'a pas pu venir, donc nous serons à 3 orateurs. Les 2 personnes qui sont autour de moi que je vais vous présenter, Laurent Zileskevich qui est resté à Marseille, considérant que 40 tonnes de kérosène pour un topo de 7 minutes, c'était exagéré, et ce que j'ai trouvé juste. Donc on a décidé d'axer cette présentation sur des problèmes extrêmement pratiques, considérant que finalement les cardiopathies très très graves sont généralement en prise en charge dans des centres hyper spécialisés, et que ce qui nous intéressait plus, c'est d'aborder la problématique que vous pouvez tous rencontrer dans des maternités dites normales, et donc dans lesquelles on a un problème de sélection et de triage des patientes. Quelles sont les patientes qu'on doit adresser à des centres de référence et quelles sont les patientes qui finalement peuvent être suivies sur place. On va parler après de la prééclampsie qui est un petit peu un piège, et sur la fonction cardiaque. Et après, on terminera avec un exposé plus technique, plus anesthésique sur les différentes procédures. Donc on va commencer avec Estelle, que je ne présente pas, mais que je présente quand même, qui est présidente du CARO, vice-présidente du Comité national de mortalité maternelle, et qui a une vision très polyvalente du métier, parce qu'elle est à la fois hospital universitaire à travers l'hôpital de Montpellier et l'hôpital de Nîmes, mais également, elle s'est beaucoup déplacée, elle a même travaillé dans des petites maternités publiques, privées. Donc elle a sûrement une très très bonne vision de notre exercice extrêmement polymorphe. Estelle, je te remercie, c'est à toi. Merci de cette introduction, Mathias. Donc effectivement, la question que tu m'as posée et que tu souhaites que je traite ce matin, c'est pathologie cardiovasculaire et grossesse, mais sous l'angle comment repérer et trier ces patientes en consultation d'anesthésie. Donc je vais essayer de traiter ce sujet. Je n'ai pas de lien d'intérêt sur ce sujet. Donc effectivement, la grossesse entraîne des contraintes physiologiques qui sont propices aux décompensations cardiovasculaires. Ça, je ne l'apprendrai à personne. On a effectivement des modifications hémodynamiques avec une augmentation importante et assez précocement dans la grossesse du débit cardiaque et de ses composants qui sont la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. On a des modifications hématologiques que l'on connaît, l'hémodilution ainsi que l'augmentation de l'hypercoagulabilité. Et puis, un petit peu moins connu, souvent, les modifications de l'élasticité artérielle et qui, effectivement, peut être un facteur de décompensation chez certaines patientes. Qu'est-ce qu'on sait également ? On sait également que quand on regarde les morts maternelles, il est fort probable qu'on ne pense pas assez souvent à ces pathologies cardiovasculaires. Donc la première chose, c'est effectivement d'y penser. Il y a une grande part d'errance diagnostique sur les cas qui ont été expertisés au cours du dernier triennum qui a été publié en 2021. Et effectivement, une absence de suspicion par les cliniciens de ces étiologies cardiaques sur des tableaux qui auraient dû être alertants. Donc ça va demander effectivement de revisiter à la fois nos pratiques, mais surtout la façon dont on évalue nos patientes en termes de facteurs de risque, en termes d'évaluation des symptômes et puis de nos examens. Donc quand on regarde la grossesse et ce dont les patientes peuvent se plaindre, quelles seraient les doléances qu'on va recueillir à l'anamnèse, souvent ça relève de la fatigue, de l'essoufflement, une tachycardie, un souffle cardiaque, un œdème des membres inférieurs. Et effectivement, quand on regarde en face les signes d'alerte cardiovasculaire, on va retrouver la même chose. On va retrouver de la fatigue, on va retrouver de l'essoufflement, de la tachycardie, voire un souffle cardiaque et un œdème des membres inférieurs. Donc il va falloir effectivement essayer d'être discriminant quand on va être amené à rencontrer ces patientes. Donc on va revisiter nos pratiques ensemble avec une source qui est celle de l'État de Californie qui fait énormément d'actions dans le cadre de la prévention de la mort maternelle. Vous savez qu'aux États-Unis, la mort maternelle est un fléau. Ils sont actuellement à 25 décès pour 100 000 patientes. L'État de Californie est en dessous de 10. Donc on a quelques exemples qu'on peut leur emprunter. Donc, quand on va revisiter notre anamnèse à visée cardiovasculaire, on va effectivement se pencher sur les facteurs de risque et on en connaît certains, mais on est rarement exhaustif. Les plus importants à prendre en compte sont ceux-là. L'âge de la patiente dès lors qu'il est supérieur à 40 ans. Le fait qu'elle soit d'ethnicité africaine, on a 3 à 4 fois plus d'épisodes morbides cardiovasculaires chez ces patientes. Le fait qu'elle soit porteuse d'une hypertension, d'une obésité prépartum, c'est celle qui est le plus à portée morbide, le fait qu'elle soit diabétique
ou les prises de toxiques. Mais on oublie aussi quelquefois de les interroger au niveau de leurs antécédents, en particulier familiaux, en particulier pour ce qui concerne les morts subites et les syncopes, qui, vous le savez, font aussi partie des causes de décès des femmes enceintes, ou alors encore les aortopathies. Et j'attire votre attention sur les antécédents personnels ou pour certaines cardiopathies qui ont été opérées très très tôt en néonatal et qui n'ont plus d'autres prises en charge au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Quelquefois, les patientes oublient tout simplement d'en parler parce que pour elles, avoir fermé un trou au niveau du cœur quand elles étaient toutes petites, c'est même plus un antécédent. Et enfin, les antécédents de chimiothérapie qui sont rares mais qui existent dans cette tranche d'âge. Quand ensuite on va relever les symptômes de la patiente, effectivement, le symptôme le plus fréquent décrit par les femmes, que ce soit avec cardiopathie ou sans cardiopathie, est la dyspnée. Et il faudra être capable de caractériser cette dyspnée. C'est vrai qu'une dyspnée à l'effort est très fréquente chez les femmes enceintes. Par contre, une dyspnée au repos, au décubitus ou même carrément gênant le décubitus est probablement déjà un signe d'alerte. Un autre signe d'alerte respiratoire qu'on retrouve dans les dossiers de mortalité, c'est l'asthme, l'étiquette d'asthme qui est rebelle au traitement. Dans les autres symptômes qui nous feront également nous orienter vers la cause cardiovasculaire, les palpitations, la syncope, la douleur thoracique. Au niveau de l'examen clinique, on va avoir la prise des paramètres vitaux et où mettons le seuil finalement chez ces femmes enceintes, parce que les femmes enceintes par définition ont une augmentation de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque supérieure à 110 doit nous alerter quand la patiente est au repos. De même qu'une pression artérielle supérieure à 140 mm de mercure, mais c'est déjà quelque chose qui nous alerte, une saturation inférieure à 96 ou une fréquence respiratoire supérieure à 24. Au niveau de l'examen cardio-pulmonaire, le souffle en fin de grossesse, quand on voit ces patientes, est assez régulièrement entendu à l'auscultation. Donc on a, et je ne vous l'apprends pas, pour habitude de considérer qu'il est pathologique dès lors qu'il est diastolique, ou si lorsqu'il est systolique, il est sur des intensités de 3 à 4. L'existence de crépitants pulmonaires, la cyanose, la turgescence jugulaire sont également des signes qui peuvent nous alerter. Mais avant tout, il ne faut pas passer à côté de ceux qui sont plus qu'alertants, qui sont des red flags, comme disent les Américains. Dès lors qu'on a une patiente qui se présente et qui présente l'un de ces signes de gravité, on va plus poser la question de est-ce qu'on doit ou pas l'envoyer voir un cardiologue ou faire un examen à visée cardiologique. C'est oui et en urgence. Une patiente qui effectivement a un essoufflement qui persiste au repos strict avec une orthopnée ou une fréquence au repos supérieure à 120 par minute, une tension supérieure à 160, une saturation inférieure à 94 sont des signes d'alerte où on ne se pose plus la question d'être discriminant. Donc une fois qu'on a éliminé ces signaux d'alerte, comment être discriminant? Comment organiser notre pondération? Parce qu'on voit bien qu'une patiente de 40 ans qui va avoir une fréquence cardiaque à 110, quel est le degré de pertinence à l'envoyer voir un cardiologue. Donc il faut essayer peut-être de travailler sur ces questions pour définir les examens complémentaires. Donc on va parler un petit peu après des examens auxquels on peut avoir accès, mais peut-être vous rapporter justement ce travail réalisé par les Californiens. Ils sont très en avance à partir d'un algorithme qui ressemble à celui-là et de se dire, on va essayer de pondérer, on va essayer de scorer, on va dire si la patiente a un symptôme plus un paramètre vital plus un facteur de risque parmi ceux qu'on a exposés, je vais la considérer à risque et l'envoyer voir un cardiologue, ou alors si elle a 4 signes, quelle que soit en quelque sorte sa colonne. Qu'est-ce que ça donne ça? Donc c'est très récent, ils l'ont publié sous forme d'abstract en 2020, donc ils l'ont fait dans 2 hôpitaux californiens et un dans l'État de New York. Ils ont pu évalué 846 patientes avec cet algorithme et ils ont dépisté 8% de patientes positives au dépistage algorithmique. Parmi ces 8% de patientes, donc, ils ont fait une évaluation cardiologique et chez 30%, ils ont relevé des anomalies dans la fonction cardiaque. Donc je n'ai pas beaucoup de détails puisque c'était actuellement publié sous forme d'un abstract, mais ça nous permet un petit peu de réfléchir, envisager comment on pourrait screener nos patientes lors de la consultation d'anesthésie ou avant, on y reviendra. Parmi les examens, quand on va envoyer la patiente effectivement faire des examens complémentaires parce qu'il y a des signes alertants à notre consultation, il faut savoir que pratiquement tous les examens sont réalisables pendant la grossesse. Bien sûr, l'ECG, l'échographie cardiaque, le scanner injecté, l'épreuve d'effort, l'échographie de stress, le cathétérisme si besoin, et ainsi que l'IRM. Et le pendant est que énormément de traitements sont également réalisables pendant la grossesse pour améliorer les patientes